Ce matin-là, comme tous les matins, Falcon s'était levé. Il était descendu le long des escaliers noirs et regardait les portraits de famille. Il regardait ces portraits de famille, sa sœur était arrivée. Il était au milieu de l'escalier noir, en train de descendre dans le sous-sol de l'appartement, là où il y avait une petite habitation avec une cuisine, une fenêtre donnant sur l'extérieur. Ils s'étaient installés sur le fauteuil et ne remarquèrent rien du tout. Mais dans l'escalier, encore en train de regarder les photos de famille, avec sa mère, Marie, et avec sa sœur, Élise, et avec lui, il remarquait qu'il n'y avait personne. En bas, près du distributeur, il n'y avait personne. Ni près du distributeur de nourriture, ni près du distributeur de boissons. Des boissons qui étaient toutes très exotiques, du style de l'eau qui venait directement du mont Fuji, ou alors même des bouteilles d'eau aromatisées aux fleurs de japonnier, ou encore aromatisées aux cerisiers du Japon. Il regardait alors tous les goûts qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait des goûts différents, comme par exemple de l'eau aromatisée à cette épice en forme de petite étoile. Il y avait de l'eau à la cannelle, il y avait de l'eau à la lavande, il y avait de l'eau qui était aromatisée à plein de goûts différents. Et même, et même toutes ces eaux aromatisées, il en prit simplement une et était allé s'installer. Il trouva entre le fauteuil, il cherchait quelque chose désespérément. Et ce n'était pas Taylor, mais il se rendit compte que plus tard, que en cherchant ce qu'il cherchait, qui était un vieux livre pourri, qu'il devait lire et terminer pour l'école, il le cherchait en bas, et sa sœur était en train de lui dire: Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Et il était en train de surélever les coussins, de chercher un peu partout. Il cherchait et il dit, et dans la précipitation, il dit alors à sa sœur Élise: Je cherche un vieux livre pour le lycée, je dois absolument le terminer. La couverture est un peu pourrie, les feuilles sont les, les, les pages sont jaunes, la tranche est jaune, c'est un livre complètement pourri qu'on nous a donné à l'école. Je dois le retrouver absolument parce que je dois le rendre. Et c'est Élise qui lui a fait la remarque. Et t'as remarqué que Taylor était pas là? Tout de suite, il s'est retourné à regarder sa sœur et lui a dit: Comment ça? Quoi? Comment il n'est pas là? Il est arrivé à regarder à droite, à gauche. Une boule a commencé à monter dans sa poitrine et petit à petit, il a regardé autour de lui. Finalement, les bouteilles d'eau à l'intérieur du distributeur et la petite nourriture sèche à l'intérieur des papiers n'avaient plus aucune importance. À cet instant-là, ce qui avait simplement de l'importance, c'était retrouver Taylor. Il est allé voir Ethan et l'a réveillé, qui dormait encore. Il se préparait, mettait un jean, c'était torse nu, et a enfilé un t-shirt. Il lui a dit: Taylor n'est pas là. C'est Elise qui me l'a dit. Elise attendait contre le bar, et tout de suite, en attendant contre le bar, les deux se sont mis à chercher. Son GSM était posé sur le bar, en train de charger. Elise a tendu le GSM de Taylor à Falcon, et Falcon a commencé à chercher. Ils se sont assis, l'un contre l'autre, ils se sont assis près du fauteuil qui était près de la grande baie vitrée, et près de la grande baie vitrée qui montrèrent les rues de New York encore sous la brume et sous les nuages gris. Ils regardèrent le GSM. À l'intérieur, peut-être pas, un numéro pouvait leur paraître peut-être pas très familier. C'était celui-là qu'il fallait appeler, car le numéro qui leur paraîtrait pas très familier était celui qu'ils ne connaissaient pas, peut-être une connaissance dont ils ignoraient l'existence. Ils ont regardé, et finalement Falcon s'est levé. À ce moment précis, gardant le GSM de Taylor en main, Ethan a regardé Falcon se diriger vers le bar en lui disant instinctivement: Mais c'est pas le moment d'aller boire un verre, reviens. Falcon a directement pris la ligne fixe avec derrière lui lentement l'onde courte de la ligne fixe qui commencèrent à sonner. Le support vide et le GSM en main, les bras croisés, il lui a dit: On n'a pas essayé la ligne fixe. On n'a pas non plus essayé d'appeler ses parents, on n'a pas non plus essayé d'appeler son frère, on n'a pas non plus appelé sa mère ni son père, personne. On pourrait essayer ça. Ils ont essayé ça dans la chambre et ont essayé de retrouver Taylor. Ils sont même allés dans le parc
endroit qui pour lui paraissait le genre d'endroit, endroit qui pour Taylor paraissait le genre d'endroit où il pouvait respirer, reprendre un moment de respiration, respirer à des choses qui le tracassaient, qui le dérangeaient, qui pouvaient peut-être lui rôder dans la tête, et les expulser, les faire partir, simplement prendre une respiration, une inspiration, expulser de l'air, et enfin continuer, revenir à l'appartement. Même si ça ne durait qu'une minute pour Taylor, le parc servait principalement à ça. Même s'il avait cette allure un peu nunuche, même s'il avait cette allure un peu nunuche, un peu fleur bleue, un peu à l'eau de rose, comme les séries qui passent le dimanche à la télé, ou encore comme les séries du genre Friends, même s'il avait un peu cette allure-là, ils sont allés au parc et n'ont pas trouvé Taylor. Ils ne réfléchissaient pas, ils n'étaient pas dans un coin, ils n'étaient pas couchés sur l'herbe, nulle part, et ils ne l'ont pas trouvé. On même demandé à une passante avec ses enfants, avez-vous vu un jeune avec des cheveux courts, rasés, rasés très courts, clairs, clairs, blond platine, avec des racines noires, et des yeux très foncés. La jeune femme a dit non, et la jeune femme a répondu exactement que ça correspondait à pratiquement la moitié de la population de New York. Elle a répondu que ça correspondait à la moitié de la population de New York physiquement. On a regardé autour de nous, c'était un peu vrai. On s'est regardé l'un en face de l'autre et on a continué à chercher. Nous sommes allés à la salle de sport, là où il faisait ses petites sessions de 30 minutes, et on a demandé à la femme qui dirigeait la salle de sport, est-ce qu'il est venu faire une session de 30 minutes? Est-ce qu'il est venu faire une session de, de 30, une heure ou plusieurs heures? La jeune femme a répondu que non, mais qu'il avait laissé sa carte. Sa carte allait nous être utile. On est descendu dans le sous-sol de mon appartement par l'escalier noir et on est arrivé en bas. Je me suis pris une bouteille parfumée à l'eau au thym. Je me suis pris une bouteille qui était parfumée à l'eau au thym et je t'ai pris une bouteille parfumée à l'eau de rose. C'était une eau à la feuille de rose, à la pétale de rose. Et ensuite, nous nous sommes assis. On s'est assis tous les deux et on a commencé à réfléchir à où est-ce qu'il aurait pu disparaître. Mais on n'a pas trouvé. On a cherché dans son PC, dans mon PC, dans ton PC, et son GSM était resté là. On a essayé de trouver une explication à pourquoi est-ce qu'il n'avait pas pris son GSM. Taylor à la porte frappe 2 fois. Sous la pluie, ses cheveux trempés, il attend devant la maison. Il frappe une deuxième fois, et une troisième fois, puis une quatrième fois en tambourinant. À la fin, la porte s'ouvre et Indy lui ouvre la porte. Il la regarde, les cheveux courts, les cheveux courts, très courts, des cheveux bruns, brun noisette. Il la regarde, lui fait une accolade, et tout de suite, en la prenant dans ses bras, il lui dit ah, tu m'as manqué. Et de suite, avec cette phrase, tu m'as manqué, derrière, il voit Joy sur le canapé, les jambes croisées, avec un jeans toujours en cuir noir et un vêtement toujours très blanc, assez simple, assez posé avec son GSM, en train de regarder ses mails ou de regarder des vidéos. Par derrière, il s'appuie sur le siège, va voir Joy et pose sa main délicatement dans ses cheveux, ce que Joy déteste. Elle se retourne et elle le regarde, même si elle déteste ces sensations de main d'un autre dans ses cheveux, elle regarde Taylor et elle le voit. Elle lui fait une accolade et elle lui dit ah Taylor, tu m'avais manqué. Taylor, qui l'appelle ma petite Joy, Taylor, qui l'appelle ma petite Joy et qui l'appelle souvent mon petit Coy, parce qu'elle porte souvent des motifs fleuris ou des motifs à poissons, des motifs d'animaux un petit peu partout sur ses chemises, sur ses vêtements, sur ses t-shirts. Ce jour-là, elle portait un immense koi noir sur un t-shirt et derrière un immense koi rouge, représentant le yin et le yang et les couleurs du Japon. La jeune femme avait des traits d'eyeliner très étirés et portait son GSM à sa main, un Huawei. Elle portait son GSM à sa main, un Huawei, et sur le côté il y avait un Samsung retourné face contre terre. Le Samsung s'est mis à vibrer, vibrer, et Taylor a décroché en disant allô? Allô? Et personne ne répondait. Finalement, il s'est tourné vers Indy et a dit je crois que c'est pour toi. C'est ton GSM? Elle a regardé son GSM, a regardé l'écran, a déverrouillé et a dit lassée ah, c'est encore ma mère.
2 minutes, excusez-moi. Elle est sortie dehors et Taylor s'est retourné vers Joy en disant: qu'est-ce qui se passe avec sa mère? Joy, un petit peu lassée, mais pas vraiment intéressée de la situation, répondit à Taylor: rien, rien. Viens t'asseoir à côté de moi plutôt. En disant viens t'asseoir à côté de moi plutôt, les deux ont commencé à regarder sur Instagram les reels et les vidéos que tout le monde postait sur Instagram, les photos, et tous les deux ont commencé avec Snapchat à discuter avec des inconnus, des anonymes. Elle disait qu'elle discutait avec un réseau anonyme de personnes qui échangeaient tous sur le même sujet et que parfois ça l'amusait. Ce qui était surtout intéressant sur cette application, c'était de ne pas connaître les personnes mais de pouvoir communiquer avec elles. Et parfois, il y avait possibilité de faire une photo avec un ami ou un autre. Et donc, elle lui a dit: viens ici. Taylor s'est assis et ils ont fait une photo à deux avec Joy. Avec Joy, qu'il appelait aussi mon petit Coy, ils ont fait une photo à deux. Et lorsque Joy a installé la légende sur une photo Snapchat dans les discussions anonymes, elle a envoyé la photo, mais juste avant, Taylor lui a demandé de prendre son GSM et a écrit mon petit Coy. Écrivant mon petit Coy et juste à côté une parenthèse, deux guillemets avec à l'intérieur le mot Coy, le mot Coy versus et Taylor. Comme si c'était elle contre lui. À côté, il avait écrit encore Coy contre Taylor et juste à côté, contre le monde. Une fois la photo envoyée, elle fut likée 10 fois, 20 fois, peut-être 3, 4 fois, ou beaucoup plus. En quelques minutes, 3 à 4 fois, mais en quelques heures, 20 à 40 fois. Leur photo avait visiblement, peut-être à cause de la légende, ou de leur complicité visible à travers la photo, avait été likée en quelques heures 46 fois. Une fois la photo envoyée, Taylor était resté chez eux, dormir, et Joy, c'était Joy et Indy qui lui faisaient un lit en haut, dans l'espace en haut de la maison, là où il avait installé ses affaires sur le lit. Et ce soir-là, il prit la peine, pour une fois, d'envoyer un message à Ethan et à Falcon. En envoyant ce message, le message ci-dessous disait: je suis arrivé chez une amie, Indy et Joy. Envoyez-moi simplement un message ou téléphonez-moi vers minuit. Je serai disponible et toujours éveillé. Le message fut envoyé et Taylor s'était couché sur le lit. Il regardait son écran de GSM couché sur le flanc en essayant désespérément d'attendre un appel, et se rendit compte quelques minutes plus tard que s'il attendait cet appel désespérément, c'était parce qu'il leur manquait. Mais il avait demandé explicitement à ce qu'il les aimait, à ce que eux deux l'appellent à minuit, et pas avant ni après. Du coup, il s'était rendu compte petit à petit qu'il avait envie de leur parler, mais que la disponibilité de leur parler n'était possible qu'à minuit. En pleine nuit, Joy est venue réveiller. Elle m'a réveillé, me secouant un peu, légèrement pour ne pas trop me brusquer, et j'ai levé la tête. Je me suis assis sur le bord. Je me suis assis sur le bord du lit, et en m'asseyant sur le bord du lit, dans un coin, j'ai commencé à mettre mes chaussures que j'avais laissées au pied du lit. Je les ai mis, j'ai mis le premier scratch au-dessus, et le deuxième juste devant, et les lacets qu'il y avait en dessous n'étaient que des lacets qui étaient collés au design de la chaussure. Enfin, j'étais prêt. J'avais mis ces chaussures. J'avais mis ces chaussures que j'avais depuis longtemps dans ma valise. Des chaussures qui étaient très flexibles, mais qui ne laissèrent pas passer l'eau. Donc, je les prenais souvent pour aller chez Indy ou pour aller chez Joy, parce que c'était le genre de chaussures qu'on pouvait mettre facilement dans une valise. Alors, comme c'était le genre de chaussures qu'on pouvait mettre facilement dans une valise, j'ai mis le premier scratch, le deuxième, et les lacets, je ne m'en suis pas préoccupé, car ils faisaient partie du design de la chaussure. Ensuite, je me suis préparé et j'ai mis un sweat noir à capuche. Elle m'a regardé, elle m'a dit: allez, viens, descends, descends. Elle m'a tenu le poignet et je suis descendu avec elle. Arrivé en bas,
En bas, quand on est arrivé, elle m'a donné un verre et elle m'a dit: Est-ce que t'es prêt? Je l'ai regardé, prêt pour quoi? Et elle m'a dit: Prêt pour t'amuser. Elle m'a donné un verre et m'a servi un petit peu, elle m'a servi un petit peu de whisky, un petit peu d'alcool blanc. Et je l'ai regardé et je lui ai dit: C'est de la vodka? Elle m'a regardé, elle m'a dit: Non, c'est du rhum. Et j'ai vu une légère brillance jaune et j'ai compris, oui, c'était du rhum. À ce moment-là, j'ai demandé: Pourquoi est-ce que tu me donnes un verre de rhum? Pour déjà te mettre dans l'ambiance, m'a-t-elle dit. J'ai regardé Indy qui était sur le côté et qui me disait: Non, moi, me demande pas ce qu'elle veut faire. Elle m'a fait la même chose. Elle m'a réveillé aussi. Plus tard, la nuit, on est allé dans un bar sous un chapiteau. On est allé dans un bar sous un chapiteau, on a bu un verre. Déjà que j'avais bu un peu de rhum à la maison. Déjà que j'avais bu un peu de rhum à la maison. On est allé sous un chapiteau et on s'est installé au bar. Le barman avec l'essuie sur le barman avec l'essuie rouge sur le dos et le t-shirt noir avec le symbole blanc est arrivé vers moi. Il a coiffé ses cheveux, je l'ai regardé et il me faisait fort penser à Falcon dans sa manière d'agir et de regarder les gens, presque avec un regard qui juge un peu tout le temps ou un regard un peu cynique. Il me faisait penser à lui et Joy m'a d'un coup demandé pourquoi est-ce que j'avais cet air rêveur. J'ai demandé un martini et il m'en a servi un. Joy m'a regardé, Joy m'a regardé et m'a dit: Comment tu sais que leurs martinis sont excellents? J'étais quelqu'un de très observateur, alors j'avais regardé ce que Joy avait pris. Elle avait pris 2 martinis depuis qu'on était arrivé, et ça faisait pourtant que 30 minutes. Alors j'en ai pris un, et nous sommes restés au bar, on a discuté, et davantage de verres se sont enfilés les uns après les autres. On a dansé, nous sommes allés sur la piste de danse, juste en dessous des néons, on a dansé comme on danserait en dessous d'un pont, et finalement, on est rentré, on est rentré très tard le soir. En rentrant très tard le soir, j'ai retiré mes chaussures, retiré mon jeans, j'ai gardé mon t-shirt, et je me suis effondré de fatigue. Et j'ai regardé mon réveil et ensuite pris mon GSM qui était en train de charger, que je n'avais pas pris avec moi, et j'ai regardé discrètement si je n'avais. J'ai regardé discrètement, assis sur le côté, si je n'avais pas reçu un appel ou un message. Je n'avais rien reçu, mais j'étais persuadé à 100% qu'ils me recherchaient tous les deux. J'étais persuadé qu'ils me cherchaient, qu'ils se demandaient pourquoi est-ce que je n'étais pas à l'appartement. Mais je n'avais pas reçu de message, et pourtant je leur ai envoyé de m'appeler à minuit. Et il était plus que minuit. Il était minuit et quelques minutes. Ce matin, je me suis levé et je paraissais être dans un endroit que je ne connaissais pas. Indy et Joy dormaient l'une contre l'autre et je les ai regardées. Elles ne semblaient pas bourrées, elles ne semblaient pas bourrées, alcoolisées ou quoi que ce soit, juste endormies. Moi, j'ai mis un t-shirt, je suis passé par la fenêtre. Après, après avoir mis mes chaussures, après avoir mis un jeans et un t-shirt, je suis passé par la fenêtre. Je suis descendu et j'ai regardé devant moi. Ce qui semblait être un restaurant fermé, avec au-dessus une habitation. Où habiter? Je me demandais où est-ce que j'étais. Je ne comprenais pas trop où est-ce qu'on était allé, ou pourquoi est-ce qu'on y était allé. Derrière, il y avait la voiture qui était garée, la voiture de Joy, un gros SUV noir. J'ai regardé la voiture de Indy qui elle aussi était garée derrière, un SUV rouge mais plus petit. Il n'y avait pas ma voiture, juste la leur. Et ce grand restaurant qui paraissait être un restaurant de grill m'a paru complètement inconnu. Je me demandais comment est-ce qu'on était arrivé là, ce qu'on faisait ici et pourquoi est-ce qu'on était allé là-haut. Est-ce que c'était une sorte de Airbnb, d'endroit qu'on pouvait louer, de petites locations en haut d'un restaurant? Est-ce que c'était un restaurant qui faisait hôtel? Je ne comprenais pas trop. Je suis resté dehors et un moment, par la fenêtre, par la porte sur le côté, Indy et Joy sont arrivées. Elles m'ont rejoint et elles m'ont dit alors on a passé une super soirée. Je les ai toutes les deux regardées, mais je ne me souvenais d'absolument rien, si ce n'est que de mon martini d'hier soir. Je me souvenais encore de la douleur d'après l'alcool qui frappait contre mes sinus. Mais si ce n'est que ça, je ne me souvenais d'absolument rien. Arrivé à l'appartement, j'ai directement fermé la porte derrière moi.
J'ai regardé Falcon et j'ai regardé Ethan. J'ai directement dit en m'avançant, honnêtement, je comprends. Je comprends si vous êtes en colère. Je comprends si vous m'en voulez. J'aurais pas dû partir comme ça. Tous les deux m'ont regardé, mais je lisais déjà dans leurs yeux où est-ce que tu étais allé. Alors je me suis assis et je leur ai demandé de m'écouter, simplement de m'écouter. Je leur ai demandé de m'écouter, de se taire et de m'écouter. Tous les deux m'ont regardé et je lisais dans leurs yeux, tu es parti sans rien dire et tu nous demandes de t'écouter alors que nous, on ne doit rien dire. J'avoue que c'était un petit peu absurde de ma part de demander ça, mais c'était simplement pour pouvoir vous donner une explication logique, sensée et une explication qui puisse avoir du sens. Vous vous êtes assis et j'ai dit merci. J'ai dit que j'étais allé chez deux amis à moi, deux amis avec qui j'étais en centre. Deux amis qui s'en sont très bien sortis et qui n'ont pas eu besoin de quelqu'un d'autre. J'ai dit qu'une fois chez elles, chez Joy et Indy, je me sentais beaucoup mieux. Je me sentais très bien avec vous aussi, et je l'ai expliqué, mais j'ai dit qu'avec Indy et Joy, c'était différent car elles avaient subi la même chose qu'avec moi. Tous les deux ont commencé à me regarder. J'ai vu qu'il y avait une forme d'insatisfaction, mais en même temps une forme de satisfaction. Ils avaient enfin su où j'étais allé, pourquoi j'y étais allé et combien de temps j'y étais resté. J'avoue que pendant un temps, j'ai accepté le fait d'être dans le déni et je l'ai expliqué qu'on a été boire un verre, qu'on s'est bourré la gueule, qu'on s'est mis complètement la tête à l'envers. Mais c'était simplement pour oublier et éviter de revenir, de replonger dans tout ce qui m'était arrivé. Falcon s'est avancé et Ethan m'a dit qu'il fallait nous le dire tout de suite ou au moins nous laisser un mot. Parce que ce matin, quand Falcon s'est levé, il était énormément anxieux. Falcon était silencieux sur le côté, pas renfermé, il était dans la conversation, mais il m'a regardé et se souvenait du moment où il cherchait partout. Moi, j'étais avec eux en train de leur expliquer et de leur dire clairement pourquoi est-ce que j'étais allé voir Joy et Indy, pourquoi je n'ai pas fait ça avec eux, pourquoi j'ai fait ça avec des personnes qui pourraient davantage comprendre ce que j'ai traversé, même si eux pouvaient le comprendre, mais d'une manière différente, une manière différente mais dont je n'avais pas besoin. J'avais besoin d'une manière de comprendre ce que j'avais traversé, de personnes qui avaient réellement vécu ce que j'avais vécu. Quand vous l'avez compris enfin, vous avez su où j'étais allé. Et j'étais content que tout revienne dans l'ordre, car maintenant que vous saviez où j'étais allé, tout pouvait recommencer comme avant. Enfin, comme avant. Ce n'est pas comme si on vivait dans un conte de fées, mais tout pouvait recommencer sans qu'on ne puisse avoir à s'expliquer ou à s'arrêter toutes les 5 minutes. Tardivement le soir, vous étiez tous les deux assis sur le fauteuil. Je me suis assis à mon tour sur le fauteuil en face, près du bureau avec la grande toile que tu détestes autant, Falcon, toile qui a appartenu à ton père. Je me suis assis et j'ai dit, ok, je vous dois beaucoup d'excuses. J'avoue, je vous ai fait subir quelque chose que j'aurais pas dû faire. Je vous ai regardé dans les yeux, je me suis avancé et j'ai dit, si vous avez la moindre question, je suis prêt à y répondre. À ce moment-là, vous vous êtes avancé, et toi, Falcon, tu t'es avancé en disant, où est-ce que t'es allé? J'ai répondu, toujours avec ce petit sourire en coin, cette manière de répondre, mais très sérieusement. J'étais très sérieux et j'ai dit, il y a certains moments où je me souviens plus ce que j'ai fait. Je sais qu'on est allé boire un verre dans un bar. On s'est arrêté à une sorte de motel, de restaurant. On a dormi au-dessus. Et on a passé la plupart du temps chez Indie Enjoy. Ethan, je t'ai regardé et je t'ai demandé si tu avais une question. Tu m'as dit Indie et Joy, on les connaît? J'ai répondu non, vous les connaissez pas. Elles faisaient partie de mon groupe de soutien. Elles étaient un peu mes marraines aux discussions anonymes. Au groupe anonyme, c'était un peu mes marraines pendant la discussion. J'ai commencé à évoquer le fait que je discutais avec un groupe anonyme de personnes accros aux médicaments, aux opiacés
et à toute autre forme de médicaments ou encore des substances ou alcool fort. J'ai évoqué ça et j'ai dit que vous ne les connaissiez pas parce que je voulais les garder comme roue de secours pour pouvoir m'aider si jamais j'avais besoin d'aide différente que la vôtre. Je me suis avancé en disant, cela dit, je ne juge pas le fait que vous n'ayez pas vécu la même chose que moi, juste parfois j'ai besoin d'aide différente. Et la soirée a été longue. La soirée a été longue, j'ai vu que vous avez été blessé par ça et qu'il fallait énormément que je me rattrape et que je réponde à vos questions pour pouvoir me rattraper. Du coup, chacune de vos questions, j'y ai répondu, parfois avec humour, parfois avec énormément de sérieux. Ce matin, j'ai fait le premier pas vers vous, et Ethan, c'est à toi que j'ai demandé cette mission. Je suis allé vers toi, Falcon, et je t'ai embrassé, et je t'ai demandé, Ethan, en allant vers toi, si tu pouvais m'emmener avec ta voiture au centre Winters Hill. C'est là-bas que j'avais fait ma cure. C'est là-bas que j'avais fait ma cure de désintox, ce à quoi j'ai répondu tout de suite. Tu m'as regardé et tu m'as dit c'est quoi Winters Hill? C'est où? Je t'ai donné l'adresse, le numéro, et nous y sommes allés. On est descendu, je t'ai embrassé, Falcon, pris dans mes bras, pour ne pas t'exclure. J'ai dit que je reviendrais très vite et que j'ai juste une petite chose à faire, 2 ou 3 choses. Tu m'as regardé et j'ai dit t'inquiète, rien de grave, comme prendre mes vêtements, récupérer des affaires ou retrouver quelques objets que j'ai laissés là-bas. Tu m'as regardé, tu restais seul, j'ai refermé la porte et j'ai senti un poids lourd dans ma poitrine, comme si je t'abandonnais, alors que je venais juste d'essayer de me rattraper. On est arrivé dans la voiture, dans le garage, tu as ouvert la portière, je me suis mis du côté passager, et toi, les mains à 10 heures sur le volant, tu as démarré. Tu as regardé où était Winters Hill, et nous sommes arrivés devant un grand bâtiment blanc. À ce moment-là, devant ce grand bâtiment blanc, j'ai cru comprendre que tout mon passé me revenait en... J'ai eu l'impression que tout mon passé me revenait en pleine figure. J'ai regardé Winters Hill, je suis rentré. Cette impression de propreté, cette odeur de propreté, et je suis arrivé dans la chambre. Le lit, le matelas noir, la chambre qui était complètement lavée, et j'ai regardé devant moi. J'ai entrouvert la porte, puis ouvert la porte, et Ethan, tu m'as demandé, tu ne rentres pas? J'ai fait ma valise, mes vêtements, et tu m'as dit, c'était ici que tu vivais donc, en t'appuyant sur la table. Je t'ai demandé 2 minutes de te lever, j'ai récupéré un carnet dans lequel j'écrivais beaucoup, et je l'ai pris dans ma valise. Une fois que tout ça a été fait, on pouvait repartir de Winters Hill. Tu m'as vu fixer la poubelle, et tu m'as demandé ce que j'avais vu. J'avais vu sous un drap que j'ai ramassé dans la poubelle. Je ne m'étais même pas demandé pourquoi je l'avais ramassé. J'avais vu un garrot, une seringue et une mouche. Une mouche, c'est l'aiguille qu'on enfonce dans le bras. J'ai alors repensé à tout ce qui m'était arrivé. Le regard fixe dans la poubelle. Tu m'as regardé et finalement tu m'as pris par l'épaule. Je me suis retourné et j'ai dit oui, mes affaires. J'ai rassemblé mes affaires le plus vite possible. Le plus vite possible, j'ai rassemblé mes affaires. J'ai mis j'ai mis sur la table. Sur la table, j'ai vu alors tous mes carnets qui étaient mis les uns sur les autres. J'ai mis ma petite valise sur la table et j'ai rassemblé le plus de t-shirts, de vêtements et de petits carnets que je pouvais mettre au-dessus encore. Et une fois que mes petits carnets, une fois que mes crayons, que ma boîte à crayons que j'avais avec moi et à stylo que j'avais avec moi, tous ces dessins terrifiants que je faisais, que mon psychologue m'avait conseillé de faire, je les ai pris avec moi et posés à l'intérieur. Une fois ma petite valise faite, je l'ai pris sous mon bras et Ethan, tu m'as dit tu peux la laisser rouler par terre. Et on y est allé. Une fois dans le garage, j'ai vu la voiture, nous y sommes allés et nous sommes rentrés. Ma petite valise en main, on a monté les escaliers, tu t'es arrêté dans le garage
Et tu as tout de suite lâché le volant. Tu m'as dit, tu es sûr que tu es prêt? Je t'ai regardé et j'ai dit, oui, je suis prêt, je suis sûr. La main déjà à la poignée de la porte. J'ai ouvert la portière, je suis descendu et et nous sommes montés. Une fois qu'on est monté, on a franchi la porte, on est arrivé dans le couloir, on a franchi la porte et à l'intérieur de l'appartement, je regardais autour de moi, mais il était vrai que j'avais cette impression que je redécouvrais un endroit, parce que Winter's Hill, pour moi, n'était pas n'importe quoi. Une fois dehors, la voiture parquée sur le côté, j'étais appuyé contre l'arbre. Et tu es venu me voir, tu m'as demandé si tout allait bien. Je regardais les grandes fenêtres, les médecins circulaient dehors, et parfois même un médecin qui était en train de prendre sa pause sur le côté. Il y avait des voitures, plusieurs SUV gris qui étaient garés les uns à côté des autres. Dessus, dessus, il y avait l'insigne du centre Winters Hill, et je regardais ces SUV. Tu m'as demandé pourquoi je les observais, et je t'ai raconté que je les avais déjà pris. C'était pour aller dans d'autres centres, ou pour pouvoir faire des interventions médicales, comme par exemple quand un patient rechute, ou comme par exemple quand on trouve un mort. Je suis déjà allé dans un de ces SUV. C'est glauque, c'est sinistre. T'as l'impression que quelque chose te regarde. Et c'est ce que je te disais. Ensuite, j'ai pris ma valise, je l'ai mis dans le coffre, et tu as fermé le coffre derrière moi. Je me suis assis, et les dernières valises qu'on est monté rechercher, les derniers vêtements qu'on a, qu'on a mis dans les valises quand on est monté dans la chambre, une fois ces dernières valises faites, je les ai pris. En deux allers-retours, nous sommes revenus, et encore une fois, l'appartement me semblait être un pays étranger. Encore une fois, il me semblait être un pays étranger que je redécouvrais, car comme je l'avais dit la première fois que j'étais venu, Winter's Hill n'était pas n'importe quoi et n'importe où pour moi. Et en plus, le fait d'avoir vu ces SUV les uns à côté des autres, des SUV électriques accrochés à des bornes qui étaient faits pour emmener des patients morts ou qui avaient fait des overdoses et des rechutes pour les emmener à l'hôpital, j'étais déjà allé là-dedans, au plus bas au plus bas du séjour de ma cure. J'étais déjà allé là-dedans. Tu as l'impression qu'on te regarde et qu'on t'étudie comme un phénomène de laboratoire. J'ai regardé les SUV et finalement détourné le regard. À l'intérieur de la voiture, sur le siège passager, quand on est passé devant toute cette ligne de SUV, j'avais l'impression qu'ils me regardaient, rien qu'en observant leurs phares. Et une fois revenu à New York, à l'appartement, il me semblait vraiment avoir affaire à un pays étranger. Devant moi, le centre de nachos. Je suis allé directement m'en chercher et j'en ai pris. Je suis revenu vers toi, Ethan, et j'ai dit t'en veux avec un paquet de nachos entre les mains. Je t'ai regardé et tu m'as dit on n'est pas ici pour quelque chose de plus important. Directement, je vous ai tous les deux regardés et vous m'avez aussi regardé en échange. J'ai pris ma valise et j'ai dit oui, allez. Et devant moi, il y avait cette grande horloge, un petit peu comme dans les films de Tim Burton, qui faisait ces, qui faisait ces grands bruits de l'aiguille des secondes, un grand bruit métallique, et qui montrait clairement que le temps était compté. J'avais ma valise, vous m'aviez déposé, vous m'avez déposé devant la gare et je partais seul. Vous n'êtes pas venu avec moi. J'avais insisté pour partir seul et les voitures étaient garées devant quelques minutes avant. Quelques heures avant, c'était les voitures garées devant et moi, quelques minutes avant, c'était moi qui partais à la gare. Ensuite, plus tard, à la gare, j'ai attendu le train. Le train est arrivé et vous m'avez fait et vous êtes simplement resté sur le côté à me regarder partir, à regarder le train partir et je démarrais d'abord de manière lente et ensuite beaucoup plus rapide. Dans le train, je me sentais tranquille. Je me sentais tranquille, mais sans vous, il y avait quelque chose qui semblait me manquer. Quelque chose qui n'était pas matériel, pas comme quand tu as oublié quelque chose que tu es persuadé que quelque chose n'est plus à l'intérieur de ta valise. Quelque chose semblait me manquer sentimentalement parlant. J'avais l'impression que la conversation que je pouvais avoir si vous étiez venu avec moi
n'était pas là. J'avais l'impression que les échanges de regards n'étaient pas là. Et j'avais l'impression que ce moment précis où on pouvait parler, où on pouvait quitter le wagon pour aller à celui qui est le wagon restaurant ensemble pour aller se chercher un truc ou boire un verre ensemble, ici n'était. Tous ces moments n'étaient pas là, donc quelque chose semblait me manquer. Mais j'étais parti pour une raison évidente. J'étais parti pour une raison qui pour moi était clairement évidente, une raison qui pour moi était très importante, une raison que vous compreniez, mais malgré ça, j'ai dû vous laisser sur le bord du quai. Le crissement du train qui s'arrête derrière moi. Je me retourne et je vois le train. Dessus, il y a ce symbole. Il y a ce symbole un peu abstractif de couleur jaune, grise et blanche. Je le regarde repartir d'une couleur rouge avec une fine ligne noire. Tard le soir dans la chambre, j'ouvre mon PC, je pose mes affaires, mais je ne les range pas encore. Une grande armoire vide me laisse la possibilité de ranger mes affaires. Mais je me dis que je ferai tout ça demain. Je prends uniquement mon PC, je le branche, je m'installe sur le lit, couché sur le ventre. Et là, je commence à appeler Ethan et à appeler Falcon. Ils me répondent tous les deux en même temps, au même moment, dans la même pièce. On commence à parler. La discussion s'enchaîne et il me demande comment ça a été dans le train. Je réponds que ça a été, que je me sentais un peu seul, qu'il n'était pas là, mais que pour autant, je savais que par vidéo, maintenant, j'allais les retrouver une fois que j'étais chez ma grand-mère. Tous les deux me regardent et me disent: Ah, c'est chez ta grand-mère que tu es allé? Et je dis oui. Vous verrez, je dis oui, je suis allé chez ma grand-mère. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas la grand-mère cliché, style comme dans les séries télévisées. Elle est super cool. Elle est sage, elle est calme. Et, et en plus, c'est le genre de femme à toujours vivre le moment présent. C'est le genre de femme à toujours rechercher les frissons. Ils me regardent tous les deux avec un sourire incliné. Et je dis quoi? Tous les deux me disent alors qu'ils ne pensent que ce genre de femme n'existe que dans les fictions. Alors je leur lance le défi, vous n'avez qu'à venir, et vous verrez de vos propres yeux que ce genre de femme n'existe pas que dans les fictions. Ma grand-mère est une genre de femme qui ne fait pas son âge, qui recherche constamment le grand frisson, qui recherche constamment des plans dégénérés ou alors complètement hors du commun, à faire ou à ne pas faire avec moi. Elle est géniale, elle est d'une sagesse incroyable et je l'adore. À ce moment précis, je ferme mon PC mais je m'excuse en leur disant que je dois partir. Ils me disent alors tous les deux avec un simple geste de la main: Ok, pas de souci. Et ils ferment avant que je ne ferme mon PC. Ils ferment la vidéo. On finit alors par on finit alors par se couper la connexion et moi par fermer mon PC. Je rejoins ma grand-mère en bas qui a préparé une tasse de thé. Elle me, elle me donne une tasse de thé, un thé vert, et je la regarde. Je m'installe près d'elle et elle me dit: Regarde ce coucher de soleil. Encore une fois, elle est très sage, très calme, très silencieuse, et souvent c'est le présage qu'elle a préparé. Et souvent c'est le présage qu'elle a préparé un plan complètement farfelu ou encore décalé pour le lendemain. Alors je lui dis: Qu'est-ce que tu as encore préparé? Et elle me dit: Rien, regarde juste ce coucher de soleil. Je me méfie un peu, je bois mon thé, et calmement le soir, je finis par m'endormir. Je ne sais pas si c'est à cause de la théine, de la boisson ou du calme de ma grand-mère, mais c'est certainement à cause de l'une de ces choses. Sa grand-mère l'appelle. Taylor descend les escaliers en disant: Oui, c'est bon, je suis pas sourd. Il arrive dans les escaliers, il se tient à la rampe et sa grand-mère tient son smartphone. Elle tient son smartphone, pas celui de Taylor, mais le sien. Un iPhone noir qu'elle tient en sa main. Elle le pose alors juste à côté sur le baffle. Il y a l'enceinte juste le long de la grande télé noire et juste en face du fauteuil. La baie vitrée est ouverte et donne vue sur le soleil couchant. Elle donne vue sur le soleil couchant, la baie vitrée est ouverte et sur le côté, il y a les grands fauteuils en osier. Il y a la table en verre. Tous les deux sont déjà préparés à s'installer là. Les bougies de quatre côtés qui sont en train de brûler et lui qui regarde sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui dit: Bon, on va passer une soirée quand même ce soir. Il s'installe, il se met sur le côté. Sa grand-mère est occupée à mettre de la musique. La musique commence et démarre.
C'est une sorte de musique légèrement électro, mais assez sympathique pour une soirée. À ce moment-là, à ce moment précis, Taylor lève les yeux, l'air un peu embêté. Sa grand-mère s'installe, apporte ensuite quelques akouskis, de quoi manger, et un, et un verre pour pouvoir le remplir de thé. Une fois que c'est fait, ils passent la soirée à deux, chacun leur verre de thé. Et ils savaient que mettre de la musique, ou mettre une ambiance, que ce soit électro, que ce soit pop, que ce soit encore de la musique élégante, ou alors de la musique calme, ils savaient que ça allait arriver. Sa grand-mère préparait effectivement une soirée, non pas simplement à regarder le soleil, mais à discuter de tout et de rien. Une fois que c'est fait, il remonte et réallume son PC. Plutôt que d'appeler directement, Plutôt que d'appeler directement Falcon et Ethan, il regarde ses mails, regarde ses messages et ensuite sur son GSM. Mais rien. Il s'endort avec son GSM et se réveille le lendemain à la lumière du soleil avec son GSM en sa main. Il regarde autour de lui dans la chambre et puis ensuite Taylor s'installe sur son lit. Il commence à regarder son PC fermé et réfléchit. Les bras croisés sur le ventre, la tête sur les bras. Il réfléchit, regarde son PC, ouvre son PC, clique sur le lien pour pouvoir appeler Falcon et pour pouvoir appeler Ethan. Mais pour lui, ce n'est pas suffisant. Il fait le tour de sa chambre, retire ses chaussures, se met les jambes croisées sur son lit, remet ses chaussures, refait le tour de sa chambre, regarde par la fenêtre, descend les escaliers, va voir sa grand-mère. Il fait le tour de la maison. Ensuite, il revient dans sa chambre. Il réallume son PC, se remet les jambes croisées. Il retire ses chaussures. Ensuite, ouvre son PC et cette fois-ci clique sur le lien. Et sans regarder son PC, il clique. L'hésitation est assez forte. L'hésitation est assez forte. À ce moment-là, il appelle et clique alors sur le lien pour appeler Ethan et pour faire un groupe à trois. Ils décrochent tous les deux et à ce moment-là, il les regarde avec un sentiment d'hésitation et avec même un sentiment avec un sentiment d'hésitation et de légère peine, comme si il avait quelque chose à leur dire d'important. Mais pourquoi son regard donne-t-il l'impression d'autant de peine? Il ne le sait lui-même pas. Alors il ferme les yeux, se concentre, et les regarde avec un autre regard. Là, ses yeux changent, n'ont plus l'air de vouloir exprimer de la peine, mais simplement qu'il est heureux de les voir. Il leur parle de ce qu'il était sûr que sa grand-mère allait faire, installer une longue conversation comme d'habitude lorsqu'elle est calme. Et ce soir-là, la longue conversation qu'il a passée avec sa grand-mère, c'était à parler de lui, de sa vie à New York, de commencer entre les buildings, entre les grands immeubles et entre les habitations et les taxis qui font tout autant de bruit. Il regarde sa grand-mère et, et explique à Ethan et à Falcon ce dont ils ont parlé. Tous les deux sont surpris. Ils sont surpris et commencent alors à comprendre que Ils commencent à comprendre que Taylor ne leur avait vraiment pas menti à propos de sa grand-mère. Taylor, d'un seul coup, commence à ouvrir la porte. Il se lève, ouvre la porte légèrement ouverte sur le côté. Il appelle sa grand-mère et sa grand-mère vient. Un vêtement blanc qui tombe le long de son corps, qui est vraiment très volatile. Elle regarde devant et elle voit Falcon et Ethan qui sont en appel vidéo sur le PC de Taylor. Elle s'approche et elle a l'air très énergique pour une femme de son âge, peut-être de 70 ou de 60 ans. Très énergique, elle se met sur le lit aussitôt à côté de Taylor. Et à ce moment-là, Taylor regarde sa grand-mère en disant c'est bon, je vais descendre dans une minute. Il ne me croyait pas, alors tu peux simplement redescendre. Elle redescend et elle fait signe à Ethan et signe à Falcon. Avec un sourire en coin, l'air satisfait. Taylor dit alors vous me croyez maintenant? Vous me croyez maintenant avec quel genre de femme je suis?
Ils regardent tous les deux Taylor et Taylor qui se retourne vers la porte, va fermer la porte et tous les deux finissent par le croire. Enfin, ils comprennent que sa grand-mère n'est pas du tout une invention. Et Taylor leur explique, voilà, je vous avais dit. Si vous voulez venir ou passer, c'est comme vous voulez, mais je m'en sors très bien tout seul, vous savez. Tous les deux, avec un sourire en coin, finissent par raccrocher, mais tous les trois le font en même temps. Tard le soir, la terrasse est déjà installée. Taylor est en train de s'habiller avec un vêtement léger pour pouvoir sortir dehors. Il ne porte, il ne porte pas de basket, juste pieds nus avec un vêtement léger. Il va s'installer dehors avec sa grand-mère. Il va s'installer dehors avec sa grand-mère qui est juste devant un miroir en train de coiffer ses longs cheveux blonds légèrement crôlés et ondulés au bout. Au bout légèrement ondulés, crôlés. Elle coiffe ses cheveux et regarde son petit-fils descendre les escaliers et lui demande comment ça va. Encore une fois, vont s'installer. Et Taylor entend une voiture se garer. Il reconnaîtrait ce bruit entre mille, cet arrêt de voiture entre mille. Il va voir et voit la voiture de Ethan qui s'arrête. Cet arrêt calme et maîtrisé. Il va voir, cogner à la porte, deux coups sur la porte. La portière s'ouvre, Ethan sort, Falcon sort de l'autre côté. Ils vont à la porte et d'un seul coup, en allant à la porte, on leur ouvre. On leur ouvre à la porte quand ils sont en face et que Falcon allait se mettre à toquer. Taylor apparaît en leur demandant ce qu'ils font ici. Quand il leur demande « Qu'est-ce que vous faites ici ?», tous les deux ont simplement obéi. Tous les deux ont simplement obéi à ce qu'il avait dit quand ils étaient en train de parler en vidéo. Quand ils étaient en train de parler en vidéo dans la chambre sur son PC, ils répondent que Taylor leur avait dit qu'ils pouvaient venir s'ils avaient envie, mais qu'ils s'en sortaient très bien tout seuls. Taylor entendait par là simplement qu'ils s'en sortaient bien tout seuls, mais que si pour eux, ils avaient besoin d'avoir des nouvelles, ils pouvaient envoyer un message. Expliquant qu'il s'était mal exprimé et qu'il voulait rester seul encore un petit moment, il les laisse entrer. Une fois qu'il les laisse entrer, finalement, pour lui, il commence à penser que ce n'est pas plus mal qu'il soit là. Peut-être que peut-être que le moment qu'il a pris pour être seul et pour prendre du recul est peut-être terminé. Alors il les laisse rentrer. Mais ne sait-on jamais que pour lui, leur compagnie peut être bénéfique. Une fois à l'intérieur, ils regardent tous les deux, Ethan et Falcon regardent tous les deux l'intérieur de la maison. Une maison blanche dont les décorations sont très minimes et font référence à la mer. Font référence à la mer, à des choses très calmes, des plumes d'oiseaux qui sont accrochées au mur, des cadres beiges, des lumières qui sont assez blanches, tamisées et assez vieillottes. Ils regardent autour d'eux, et la maison avec des murs pâles. Tout autour d'eux, il y a des cadres sombres ou parfois clairs, mais jamais rien n'est obscurci réellement. Dehors, ils vont voir la terrasse. Le vent ventile à travers les voiles gris, les voiles bruns et les voiles blancs. Le vent passe à travers comme un courant qui se rejoint en cercle, de manière circulaire. Une fois dehors, Taylor commence à penser que leur présence est peut-être bénéfique, alors qu'il voulait rester tout seul et continuer à pouvoir s'en sortir seul. Mais si ça se trouve, quelque part au fond de lui, il avait peut-être tort.